Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touch, yeah. Jack Miller nudging him wide as well. And the start. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode hors série de C'est qui en pôle. On est très heureux de vous retrouver dans cet épisode durant lequel j'ai la chance de recevoir le pilote de Superbike, Loïc Arbel. Salut Loïc, est-ce que tu peux te présenter ? Salut à tous, alors moi c'est Loïc Arbel, j'habite près de Besançon et je fais de la moto. C'est bien, c'est au moins c'est clair, c'est rapide. Comment t'as découvert la moto ? Parce que tu fais pas que de la moto, t'es pilote aussi. Moi j'ai découvert la moto, à la base mes parents ont toujours été motards et passionnés de moto. Donc ils roulaient proche de chez moi sur la route et un peu partout, ça a été toute leur jeunesse et voilà, c'était l'époque d'il y a une vingtaine d'années, 20-30 ans, donc c'était la moto en plein essor et puis ils ont fait quelques courses de côte, etc. Moi ensuite, je suis arrivé et à la base, j'étais plus attiré par les regarder. Ils ont fait un petit peu de circuit les deux. Donc, mon père et ma mère se partageaient une moto. Ils faisaient des track days, donc sur des circuits proches de la Franche-Comté, à Bourg-en-Bresse, Dijon, etc. Et du coup, moi, mon enfance, j'ai commencé assez tard la moto et la compétition parce que, à la base, du coup, je les accompagnais. J'adorais ça, aller sur les circuits. Et je regardais beaucoup de vidéos, motojournal, etc. sur le Challenge de l'avenir, sur toutes ces courses qu'il y avait auparavant. Et ça me faisait rêver, quoi. Et du coup, petit à petit, j'ai poussé, je leur demandais de rouler. Et j'ai commencé, donc mon cousin avait une Piwi 80 avec laquelle j'ai pu débuter la moto. J'ai pu toucher la première fois la moto à l'âge de 3 ou 4 ans. Mais par la suite, j'ai pas eu de moto de vitesse ni d'autres. Et c'est autour de 10 ans, je dirais, qu'ils m'ont offert une 85 YZ avec laquelle je roulais un petit peu. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était le circuit, comme eux. Donc, j'ai toujours rêvé de faire du circuit. Et donc, on a acheté des pneus de mobilette qu'on a mis dessus. Je suis allé sur une piste de kart et c'est parti d'ici. Voilà, l'envie de faire des courses et de découvrir tout ce monde-là que mes parents ne connaissaient pas non plus parce qu'ils étaient uniquement motards sur la route, ils n'avaient pas vraiment d'expérience en compétition, donc c'était tout nouveau quand on a commencé. J'ai commencé vraiment, j'ai fait un stage avec la DFD à l'époque, avec Nicolas Dussauge, en 2012, si je dis pas de bêtises, sur des 100 NSF. J'étais déjà très grand pour ces tout petites motos et directement ça m'a plu. J'ai fait une course à Saint-Laurent-de-Mur en fin d'année et l'idée c'était de faire la 125 CBR Cup, la Junior Cup ça s'appelait à l'époque. Et je raconte un peu tout le processus, mais ça n'avait pas pu être possible. C'est l'année où elle a été annulée. Donc il n'y a pas trop de solutions, on n'y connaissait absolument rien et je ne savais pas trop quoi faire. Et vers chez moi, il y a beaucoup de courses de côte, comme je te disais, il n'y a pas trop de courses. Là, le championnat de France, la plus proche pour le FSBK, moi, la course la plus proche, c'est Manicourt, donc à 3h, donc il n'y a vraiment pas de course dans le coin. Et mon père était à un motoclub, à l'AMD, le motoclub de Besançon qui organise la course de côte de Marchaux d'ailleurs. Du coup, c'est par ce biais-là qu'on avait une connaissance qui vendait une Honda RS 125. Moi, je rêvais de cette moto en regardant les vidéos motojournal avec Laurent Cochet qui allait rencontrer un peu justement le championnat de France Superbike avec le Challenge de l'avenir, avec cette formule de promotion, et tout le monde avait la même moto. Et je voyais Alan, Técher, tous les pilotes de l'époque, Grégory Di Carlo, je peux en citer pas mal, mais voilà. Et voilà, ça me faisait rêver. Du coup, en fait, étant donné que cette coupe 125 CBR a été annulée, il y avait cette moto, on a trouvé cette moto-là, et cette Honda RS, et j'ai commencé, mon père était un peu réticent, il m'a jamais trop poussé. Il a suivi, j'ai eu la chance, ils m'ont quand même suivi vraiment au début dans ce que je voulais faire, mais ils m'ont jamais poussé, c'est jamais été leur initiative que je fasse de la course. Et on a trouvé cette moto et moi je voulais faire le championnat de France Superbike, du coup on s'est pointé au Mans avec un pote à mon père mécano et
Et voilà, et on a fait ma première saison. L'objectif, la première course, je m'étais jamais trop entraîné. On était allé quelques fois sur les pistes de kart. Donc l'idée, c'était de se qualifier. On n'avait absolument aucune connaissance. Et du coup, en gros, j'ai fait directement le challenge de l'avenir. Et ça s'est plutôt bien passé parce qu'on a eu cette chance. C'était cool cette formule de promotion parce qu'on avait quand même un petit peu d'encadrement. Nous qui n'y connaissions absolument rien, on avait Jean-Michel Mattioli qui était là pour encadrer tous les jeunes du challenge de l'avenir. Et puis il y avait un peu une aide mécanique. On avait, il me semble, 2 ou 3 mécaniciens. Il y avait Nico Escudier, Paul Vincent. Donc maintenant Paul Vincent qui bosse dans le team officiel sur la 37 en endurance sur la BM, qui a travaillé longtemps au CERT. Donc ils étaient en formation et voilà, on avait une aide mécanique qui était vraiment pas mal parce que moi mon père avait aucune idée de ce qu'on devait faire pour pouvoir faire rouler une moto. Donc au début on n'avait pas de gicleur, on n'avait rien, c'était un 2 temps et on a commencé comme ça. Donc forcément au début je me suis jamais été dernier, mais au début j'étais vraiment loin sur la grille et puis je me suis rapproché tout au long de la saison. Et puis voilà, et après ça a rapidement évolué. L'année d'après j'ai roulé... on va revenir sur tes années d'avant, okay. T'inquiète. Du coup tu commences assez tard au final la moto. Ouais. T'avais 16 ans du coup en 2013 il me semble, si j'ai bien calculé. Ouais, 15-16 ans. Ouais. J'ai un bac S donc normalement ça devrait aller, j'ai bien calculé. Tu te concentres directement sur la moto ou tu continues tes études à côté, c'est vraiment devenu le truc, t'es devenu obsédé par ça et tu voulais faire que ça? J'ai été obsédé par ça, j'ai quand même continué mes études. Après franchement moi c'est toujours, même si c'est pas forcément ce que j'appréciais le plus, j'ai fait aussi un bac S et à l'école c'était assez simple pour moi, donc sans aucune prétention. Mais du coup ça a été assez cool parce que même si j'aimais pas trop ça, ça me permettait de rater les cours assez facilement. J'ai toujours eu des profs et des directeurs d'école assez compréhensifs. Du coup, pour mon cursus, vu que je faisais le challenge de l'avenir à cette époque-là, il y avait une liste sportive de haut niveau espoir. Donc c'était un petit peu... je sais pas vraiment quels intérêts on avait, en tout cas, ça crédibilisait un peu le fait que le directeur nous laisse rater les cours. Donc voilà, je m'engageais moi à rattraper de mon côté. Et j'ai fait ça un peu toute ma scolarité, j'ai fait un bac S et ensuite proche de chez moi à Champagnole, du coup je te raconte un peu ma scolarité. Du coup proche de chez moi à Champagnole, il y avait une école à Jeanne d'Arc, ça s'appelle, c'est un BTS négociation relation client. Là du coup tu me posais la question si je me suis concentré sur la moto à partir, on va dire, du moment où j'ai eu mon bac. Moi je voulais qu'une chose, c'était rouler, donc en gros j'ai fait un peu ce choix pour pouvoir concilier les deux. J'aurais aimé faire peut-être d'autres choses, kiné ou d'autres trucs comme ça, mais c'était vraiment impossible de faire une première année de médecine ou de continuer dans un cursus plus complexe et de cumuler ça avec l'entraînement pour pouvoir faire de la moto. Donc moi ce que je voulais c'était rouler. Donc l'idée c'était d'avoir un diplôme derrière et de pouvoir continuer à rouler. Voilà. C'est ça, et en plus, si tu veux, l'avantage qu'il y avait à cette école-là, c'est que proche de chez moi, il y a la montagne, et à Champagnole, ils ont une biqualification, ils appellent ça, donc c'est un BTS dans le commerce, c'était négociation relation client, je crois que ça a changé d'intitulé, mais c'était ça à l'époque, et en même temps, ils faisaient passer le BE de ski de fond aux skieurs de fond. Donc ils avaient un partenariat avec le pôle France de ski de fond à Prémanon, je crois, où il y a pas mal de skieurs de fond qui sont là-bas, et du coup ils proposaient un partenariat avec les skieurs de fond pour leur faire passer leur BE. En fait, ils les libéraient pour passer le BE ski de fond après Manon sur les créneaux dont ils avaient besoin, et puis en parallèle ils faisaient le BTS, et surtout en gros ils avaient déjà tout, ils étaient rodés, ils avaient tout dématérialisé, donc on avait les cours, on pouvait faire à distance. Quand on ratait les cours, ils nous envoyaient. Moi du coup j'ai un de mes bons potes maintenant, c'est devenu un pote, Laurent Multeler, qui fait les Coupes du Monde de combiné nordique. Et lui, Laurent, l'hiver, il y a plein de fois, des fois il partait 2-3 semaines, on le voyait pas, et du coup il rattrapait les cours, enfin il était super arrangeant, ça permettait de pouvoir cumuler les deux. Et voilà, au final c'est pas mal passé. Après j'ai arrêté l'école pendant, je dirais, 1 an et demi, et je me suis blessé, c'était juste avant le Covid, je me suis cassé les vertèbres, si je dis pas de bêtises, c'était cette date-là, j'ai plus en tête. Et du coup je pouvais pas rouler pendant 6 mois. Et du coup, ça tombait plutôt bien pour pouvoir envisager de reprendre. En gros, si je reprenais un cursus scolaire, j'allais avoir, on va dire, 3 mois d'école
en même temps que le début de saison, mais c'était entre guillemets jouable. Et du coup, j'ai décidé de reprendre une licence pro en alternance à Besançon vers chez moi pour avoir un diplôme en plus. Je sais pas si ça me servira un jour, mais voilà, du coup, j'avais refait ça. C'est au cas où, quoi. Voilà, pour rassurer les parents un peu derrière. Ouais, bon, après, ils m'ont jamais poussé à faire quoi que ce soit. Ça a toujours été mon initiative. Je suis pas du tout de ceux qui pensent que les diplômes, ça permet de faire des choses. C'est des gens qui ont même pas le bac et pas le brevet et qui sont des grands chefs d'entreprise. Donc, c'est vraiment pas ça l'idée. Après, là, quand je l'ai refait, cette licence pro, c'était intéressant. J'ai appris des choses et voilà, c'était plus dans ce but-là. Et on revient du coup un peu en arrière, en 2014, du coup, quand tu participes au Challenge de l'avenir, au final, tu le gagnes. Ouais. Ce challenge, et ça te permet d'aller, t'es invité du coup au sein du CIP pour aller participer à une manche de Junior GP à Valence où tu connais ni les pneus ni la moto. Ouais, ça c'était un petit peu. Alors bon, là j'ai pas la prétention de dire que j'avais le niveau d'un Fabio ou d'autres qui parce étaient là. qu'à l'époque il y avait Fabio, Maria Herrera. Là, en reprenant la grille, je crois que sur les 34 qualifiés, il doit y en avoir 30 qui sont en Grand Prix, quoi. Donc vraiment, on les connaissait pas du tout à l'époque, mais il y avait Marini, il y avait McPhee, il y avait Masbou qui roule en Grand Prix à cette époque-là. J'espère que tu as des photos de ça. Ouais, j'ai quelques photos. Bon, franchement, j'en ai pas gardé un super souvenir, hein, parce que... Comment ça s'est passé, du coup? Enfin, toi, en t'es fait, arrivé... moi, j'ai gagné Challenge de l'avenir. C'était ma deuxième année de course. Et comme je t'ai dit, bah voilà, j'avais pas forcément trop d'expérience. La deuxième saison, du coup, j'étais dans le team PMR, dans lequel j'ai reroulé l'an dernier. Et donc voilà, il y avait quand même un entourage plus professionnel que la première saison, que les premières saisons qu'on avait fait avec mon père et son copain. Et du coup, je gagne ce Challenge de l'avenir, mais moi en gros je roulais très peu entre les courses. Et je connaissais qu'une seule moto, celle avec laquelle j'avais commencé, la Honda RS, puis la Moto 3, la Honda NSF, mais c'est les mêmes châssis, c'est juste une 2 ou 4 temps, quoi, tu vois. Et du coup, j'ai ce prix à la fin. Si tu gagnais, c'était la carotte. Si tu gagnais, change l'avenir. Donc, j'ai gagné change l'avenir. On est allé à Valence. On a fait une journée de test avec nos motos du challenge de l'avenir, avec les Honda. Et il y avait d'ailleurs mon coéquipier au CIP quand j'ai fait cette course, c'était Tatsuki Suzuki qui ont pris. Et on n'avait pas la même moto. Moi, j'avais la Mahindra. Lui, il avait fait toute la saison du mondial junior du film Junior GP actuel. Avec une TSR Honda, et moi j'avais la Mahindra du CIP qui fait les Grands Prix. Sauf que en fait, je pense que c'est pour des raisons financières, moi je connaissais pas Valence, et quand on a fait la journée de test, on a fait une journée à Valence avant, on a roulé les deux. Tatsuki aussi avait roulé avec une Honda la même que Challenge l'avenir. Donc là c'était cool, j'étais assez proche de lui, je crois, si je me souviens bien, j'avais roulé 45-0 et lui 44-9 ou un truc comme ça, il y avait 1 ou 2 dixièmes. Et du coup je m'étais dit c'est cool, lui est plutôt performant pendant le championnat, je vais arriver à me qualifier, etc. Et je me suis pointé le week-end de course sans connaître la moto. Je connaissais les pneus parce que c'était les mêmes mais sans connaître la moto. Et en fait, si je me souviens bien, on a eu 2 séances sur le mouillé. Dans le week-end, je suis tombé, c'était l'hécatombe dans le premier droit à Valence, c'est un peu typique, ça tourne beaucoup à gauche, ensuite on a se virage à droite, j'étais tombé 3 fois dans le premier droit, j'avais pas trop d'expérience et j'avais fait un peu des boulettes, quoi, donc ça n'a pas été vraiment un bon souvenir, ça m'a un peu dégoûté dans le sens où en plus j'étais super content d'avoir pu vivre ça, mais par la suite j'avais pas la possibilité de continuer parce que on avait pris contact avec des équipes là-bas. Et Alain Brunet qui s'occupait de la filière du CIP, le patron du CIP qui s'occupait de la filière et qui s'occupe toujours qui est toujours membre de la filière pour les jeunes, m'avait mis un peu en contact avec quelques teams, bien que j'avais pas d'expérience et que j'étais pour le moment loin d'avoir le niveau de rouler devant dans ce championnat-là. C'est sûr que tous les Espagnols, moi après je l'ai vécu, je déborde un peu, mais j'ai fait 4 ans de championnat d'Espagne par la suite. Et j'ai vu clairement comment ça se passait en Espagne. Et c'est pour ça que moi je pense qu'il faut pas c'est difficile de juger parce qu'on a beaucoup de jeunes en France. Moi c'était le cas quand j'ai gagné un Challenge de l'avenir, je m'entraînais pas. Alors je dis pas que c'est difficile à évaluer le talent, mais moi je roulais jamais. De ma jeunesse, j'ai jamais eu de 50 à boîte, j'ai jamais eu de scooter, j'ai jamais fait de moto. Et en fait ça fait 2 ans que je fais de la course et je me retrouve face à des mecs qui roulent depuis qu'ils ont 5 ou 6 ans, 2 fois par semaine et qui font
toutes les courses, tu vois, des Fabio, des Navarro, des Marini, etc. Donc forcément, déjà, tu te retrouves face au gratin, voilà, des champions. Je crois qu'il y avait Joan Mir, il y avait Aaron Canet, enfin voilà, j'en cite quelques-uns, mais des mecs qui ont été champions du monde MotoGP. Donc déjà, de base, ils sont censés être meilleurs que toi, et de deux, ils ont 10 ans d'expérience de plus que toi. C'est impossible de pouvoir rivaliser avec eux. Donc je l'avais un peu mal vécu et j'étais déçu dans le sens où il y avait non plus pas la possibilité financière, parce que tous les contacts que j'avais eus, là il faut savoir que le Challenge de l'Avenir, on avait quand même, c'était cool parce que quand on commençait, il fallait venir avec ta moto, mais il y avait quand même, à l'époque on avait des primes, donc chaque course que tu gagnais au Challenge de l'Avenir, je crois que c'était 500 €, tu avais une prime et un train de pneus. Donc certes c'était déjà, voilà, c'est un sport qui est onéreux, hein, mais ça permettait de le faire de manière pas très abordable, quoi, on va dire. Alors que voilà, dès que j'ai fait cette course qui était financée par la Fédé, et ça c'était top, tu vois, ça permettait d'accéder à ce championnat-là. J'aurais aimé pouvoir continuer et pouvoir progresser dans le championnat mais c'était impossible financièrement. Tous les teams, même les teams avec des motos pas top pour faire loin, c'était des budgets énormes, et moi à l'époque j'avais aucun partenaire, c'était 100% mes parents qui m'aidaient et qui finançaient le truc, c'était même pas envisageable. Donc après cette expérience en Espagne, tu rentres en France, tu continues à rouler un peu en France. Non, mais il me semble que tu pars en Espagne après. Alors c'est l'hiver après cette wildcard de Valence, je rencontre Adrien Morias. À l'époque, il s'occupait un petit peu d'un jeune qui a arrêté complètement la moto maintenant, c'était Xavier Navant, qui roulait bien. Et en gros, Adrien s'occupait de lui, ça coïncide, on se retrouve à Alcaraz un hiver. Moi, je m'entraînais souvent avec Xavier parce qu'il habitait à côté de chez moi. Et du coup, on se retrouve à Alcaraz où moi je roulais avec la Moto 3 et voilà. Et en fait, je croise Adrien, je roulais pas mal avec la Moto 3 et il me dit non, mais là, arrête tout de suite. Ton gabarit c'est pas possible et tout. Et en fait sur place, je sais plus, je crois que c'était une moto du frère de Xavier, il y avait une R6 d'origine. Ouais, parce que du coup pour ceux qui te connaissent pas, vu que c'est un podcast on ne te voit ouais, pas, bien sûr. T'es un pilote très grand, tu mesures combien? Ouais, là je mesure 1m88. Ouais, c'est énorme du coup. Ouais, j'ai toujours été, dès ma jeunesse j'étais vraiment grand, hein, donc sur la Moto 3 j'étais clairement pas à mon avantage. Ça n'a jamais été trop. On en a parlé justement hier pour le FSBK et on a fait une interview là-dessus. On a fait un comparo un petit peu avec. Il y avait Hugo Clerc qui a un tout petit gabarit. Et forcément, moi sur les petites motos, quand j'ai commencé sur les 125 et Moto 3, clairement même sur la 600, ça a toujours été un désavantage parce que forcément on prend plus l'air. Le rapport poids-puissance sur ces petites motos, c'est hyper important. Donc voilà, du coup je rencontre Adrien sur cette journée qui me dit non mais arrête, je venais de tomber, viens me voir et tout. Et il me dit mais de toute façon arrête, essaye la 600, ton gabarit ça ira jamais, tu feras jamais un en Moto 3, machin. Donc je roule sur la 600 et direct je roule vraiment pas mal. Et il me dit ce que je te propose, il s'occupait de Ludo, de son beau-fils qui roule actuellement à FSBK. Et Ludo commençait, plus jeune Ludo, il commençait sur une 80. Donc il me dit écoute, ce que je te propose, on se débrouille, on commence l'an prochain, on fait le championnat d'Espagne avec Ludo en 80. Il y avait une catégorie 80, l'équivalent du Moto 5 actuel en championnat. Okay. Et Ludo en 80, il devait y avoir Xavier Navant qui devait rouler en pré-Moto 3 et moi je roule en 600. Et donc on a fait ça, si tu veux, c'était pas une grosse structure. En parallèle, Adrien, il s'occupait du team en Super Stock 1000 c'était la première fois qu'il y a eu les nouvelles R1 avec Florian Marino et Kev Coglan. Donc il avait toute la structure qui faisait le Stock 1000 et puis nous, avec une structure un peu plus familiale, on va dire, sur le championnat d'Espagne où Ludo commençait. Moi, c'était ma première saison en 600 et puis Xavier commençait aussi. Et ça, c'était le team Emperador ou c'était complètement... Ah non, pas du tout, ça c'était avec MRS. Okay. C'est Morias Racing School. Et du coup, on a fait, moi c'est Adrien qui m'a emmené en Espagne. L'idée en gros c'était de dire on fait une saison d'Espagne. Ensuite, lui il avait le team en championnat du monde, la Coupe du Monde Super Stock 1000 avec Kev Coglan et Marino. Et du coup, en gros, lui l'idée c'était qu'on fasse une saison de championnat d'Espagne en 600 pour me préparer à la 600 et ensuite on enchaînait sur le championnat d'Europe ou Coupe d'Europe Super Stock 600. C'était sur le plateau Superbike du mondial Superbike. Avant il y avait la 600 stock et 1000 super stock
Et c'était super. Il y a beaucoup de pilotes qui viennent de ce championnat-là, hein, de Petrucci, Toprak, Rinaldi, c'est tous des mecs qui étaient dans ces championnats-là. Et il y a beaucoup de Français aussi qui y sont passés, hein, Greg Black, Baptiste Equité, j'en oublie plein, mais voilà, c'était vraiment une formule, encore une fois, assez abordable avec des motos proches de l'origine. Et en fait, on était sur le plateau du Mondial Superbike, donc ça permettait d'être vu. Souvent, ceux qui gagnaient ces championnats-là, Stock 1000 ou Stock 600, derrière, ça découlait sur des opportunités pour monter en Mondial Supersport ou en Mondial Superbike. Donc c'était un peu l'idée d'aller faire ce championnat-là. Et malheureusement, encore une fois, comme la Junior Cup, je fais la première saison de championnat d'Espagne qui se passe super bien. Je fais podium à la première course. Il y avait, alors ça varie un petit peu, mais cette année, il y avait Marcos Ramirez, il y avait Augusto Fernandez, donc il y avait quand même un bon niveau, quoi. Tu vois, il y avait quelques pilotes. Souvent, ça roulait le jeudi. Tous les jeudis, vendredis, il y avait Johan Mir qui venait s'entraîner avec nous. Donc c'était super, une bonne dynamique. Et moi, j'ai la première saison, à la première course, Albacete, je fais 3. Donc on fait podium à la première course, c'était top. Et voilà, après, je fais entre... j'ai jamais gagné de course la première année. D'ailleurs, j'en ai pas gagné après. mais j'ai fait plusieurs podiums et voilà, j'étais tout le temps, on va dire, entre 2, 3, 5. Voilà. Donc ça m'a appris beaucoup de choses avec Adrien, je tombais beaucoup parce que c'est Adrien, hein, il est tout le temps derrière à pousser. Voilà, c'est des précieux conseils, hein, parce que ça m'a appris énormément de choses, mais à force de me bourrer, de perdre l'avant, au bout d'un moment, je suis tombé, je crois, 17 ou 19 fois dans la saison. C'est cette course, hein, c'est un championnat national, donc c'était vraiment beaucoup. Mais bon, bref, voilà, ça se passait plutôt bien, et voilà, et après, il y a eu une saison avec Adrien, avec Corentin l'année suivante. Vu qu'ils ont annulé le Stock 600, on n'avait pas d'autre solution. Il y a Corentin Perolaric qui revenait de la Rookies Cup, qui s'est joint à nous. Donc on a fait, c'était mon coéquipier l'autre saison. Et après il y a eu, j'enchaîne, hein, il y a eu Emperador. Donc il y a eu les 2 saisons avec Emperador où en gros c'était une nouvelle structure qui se montait avec un passionné, un Espagnol qui crée son team, qui était passionné de moto. Pour moi c'était un peu fou parce que ça sortait de nulle part. Si tu veux, c'était un mec qui s'occupait de Borja Quero. Okay. C'était mon coéquipier. Lui, il était... en Espagne, il y a plein de managers, il y a plein d'écoles, il y a plein de trucs. C'est beaucoup moins, tu vois... C'est beaucoup plus démocratisé qu'en France, quoi. Ouais, c'est plus démocratisé. Je sais pas si... Des fois, c'est pas bien, parce que... Là, on dit, tu vois, pour les jeunes, je dévie un petit peu, mais pour les jeunes, c'est cool, c'est en train de bouger, il y a plus de choses qui se font, etc. Ce qui est bien en Espagne, c'est que c'est beaucoup plus accessible, il y a des écoles de partout. Mais par contre, c'est beaucoup moins... cadré. Si tu veux, demain, voilà, moi, il y en a plein, je sais pas, en Espagne, qui ont leurs écoles, comme Kenny et Freddy. Ils n'ont aucun diplôme, ils n'ont aucune assurance. Ils créent une page Facebook en disant on a notre école avec leur nom dedans, et ils vont sur le parking du Super U, ils font des cours, tu vois. Donc, ouais, c'est quand même moins sécurisé aussi pour les gamins que tu mets sur des motos, quoi. Donc ça d'un côté, ça rend le sport moto beaucoup plus accessible à tout le monde parce qu'il y a des écoles de partout. D'un autre côté, c'est sûr que voilà, quand il y a des problèmes, on le voit, ceux qui suivent les Grands Prix avec... j'ai perdu son nom. Qui roule en Moto 3 en mondial junior, en Moto 2, pardon. Tu sais, qui est paraplégique maintenant. Purée. Carlos Tatay. Carlos Tatay, merci. Avec Carlos Tatay, typiquement, tu vois, les assurances, là c'est un peu la guerre, lui. Je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Voilà, malheureusement, il s'est blessé, il a une lésion à la moelle et du coup, il a perdu l'usage de ses jambes, mais il n'y a personne qui veut payer. Les assurances, c'est un peu bancal. Ça se bataille avec les fédérations, voilà, c'est ça, avec la etc. fédération, etc. Enfin, c'est vrai que moi, du coup, malheureusement, je me suis pas mal blessé après. On en parlera par la suite si tu veux, mais je me suis pas mal blessé. Et c'est vrai que nous, en vrai, les assurances ici en France, alors certes, ça limite pas mal de choses parce que c'est plus difficile de créer une école, de faire ce genre de choses. Tu peux pas le faire sans être correctement assuré, mais d'un autre côté, quand tu te blesses... Ouais, t'es bien content d'avoir... Ouais, franchement, nous, je pense qu'il y a peu de... Comme la Sécu en France, il y a peu d'autres endroits où t'es si bien couvert, quoi. Nous, tu te blesses, tu t'occupes de rien, la Fédé gère tout, t'as quasiment rien à ta charge, tout est organisé, donc... Oui, parce que du coup, on parle de blessures, mais c'est aussi ce qui t'est arrivé en 2020. Il me semble que tu te blesses au dos un peu avant le Covid. Ça a été un peu compliqué.
Parce que bah, du coup, avant, il y a eu les 2 années en Perador. Je te raconte un peu ça. Donc, les années en Perador, en gros, moi, j'avais bien sympathisé avec. Dans le paddock, on avait pas mal échangé avec celui qui s'occupait de Borja Quero, qui était managé par Eduardo Perales, qui est le patron de l'équipe SAG, Stop and Go en Grand Prix. Et donc, en gros, il me dit, ouais, il va y avoir. Enfin, ça fait un peu comme ça, il me dit, ouais, il va y avoir un truc top l'an prochain, on crée un team, il y a le boss qui est un mec qui a pas mal de financement, qui a déposé un brevet sur du gin à la fraise et qui est passionné d'Empire romain, qui est de moto et qui veut créer son team. Et en gros, il nous sous-traite la création du team, quoi. Et en fait, l'idée, c'était que j'y sois avec Borja. Et donc, moi, il me parle de ça tout l'hiver, tu vois. Mec, tu connais pas trop, et il te vend un peu ça, tu te dis bon, ouais, ok. Il me dit bon, bah, dans 2 semaines, on se retrouve, tu viens, on a acheté le hangar, les ateliers, il y a la SMI et tout. Dans 2 semaines, tu viens, on fait la présentation, et si c'est ok pour toi. Donc là, pour moi, c'est la première fois où j'avais rien à financer. Ok. Donc, je payais mes déplacements à l'hôtel. Et bon, qui est c'était même plus facile qu'actuellement mais... en France. Donc c'était un budget, mais clairement, enfin, moi j'y voyais comme c'était un peu la période où j'ai décidé justement d'arrêter l'école. Parce que je me suis dit, bon bah là, en vrai, si je performe et que ça se passe bien, ben, derrière, voilà, je peux vraiment vivre de la course moto. Donc j'avais aucune prétention de me dire, je vais rouler en MotoGP ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est la première fois où je me suis dit, bon bah vu que c'est accessible à ce point sur un championnat national, ben, peut-être qu'en me débrouillant à droite à gauche, j'arrive à me concentrer à faire que ça. Est-ce que je rêvais, est-ce que j'aimais, quoi, tu vois. Donc bref, on part là-dessus. On va avec mon père, on prend un billet, on descend là-bas et en fait, bah, il y avait bel et bien les motos prêtes, l'atelier avec la SMI, etc. Donc bon, là, la saison commence. Et voilà, et du coup, j'ai fait 2 saisons avec eux. Mes premières courses du Mondial Supersport qui sont moyennement bien passé, mais ça c'était en 2019. Ça c'était 2019, ouais. 2019 où en gros, bah, il nous promet que si la première saison, j'en ai pas fait. Il y a eu que Portimao où il nous avait dit, bah voilà, celui qui sera, moi j'étais 4 et Borja était 2 du championnat et c'était défini début d'année comme quoi celui qui était devant l'autre faisait la wildcard de Portimao. Donc là c'est Borja qui a fait la wildcard de Portimao, moi j'y étais allé. Ensuite, du coup, la saison d'après, il nous a dit, bah, il y avait Jerez et il a dit, s'il y a un podium à Jerez au championnat d'Espagne, on fait la wildcard. Et moi, je fais 3 la première course, du coup, bah, on fait la wildcard, donc ça c'était top. Moi, c'était ma première course. Et voilà, c'était la première fois que je faisais une course de vitesse au niveau international. Donc bon, voilà, ça n'a quand même rien à voir d'un championnat à un championnat national, hein, c'est complètement différent. Oui, c'est clair, parce que c'est le podium du mondial au final. Tu te retrouves dans un univers. Ah bah ouais, bien sûr, c'est le paddock, tout connu, est un peu impressionnant, quoi. Tu vois, moi, je n'ai pas forcément méga d'expérience. Je l'ai regardé, ça faisait un moment que je rêvais de ça, que je l'ai regardé à la télé. Et voilà, et j'étais avec mon équipe du championnat d'Espagne. Et bon, malheureusement, ça n'a pas été une super réussite, quoi. Je crois que je dois me qualifier 16, c'était correct, mais ouais, ça peut casser 4 pattes un canard, quoi. Enfin, 16 quand tu débarques dans un truc que tu connais pas. Ouais, mais c'était pas... Ouais. Là, en ce moment, le championnat du monde Supersport, c'est quand même un gros niveau, quoi. Ouais. Je dis pas avant les tops, ça roulait aussi vite que maintenant, mais il y avait quand même moins de monde. Là, les dernières années, il y a beaucoup de monde qui revient... De pilotes qui viennent de la Moto 2 au Mondial Supersport. Et franchement, le niveau, il est vraiment très très élevé. Hein. C'est impressionnant. Donc, c'était pas si valorisant que de faire 16 à l'heure actuelle, quoi, tu vois, pour une première. Donc voilà. Et puis, bon, après, la dernière saison en Espagne, j'ai roulé avec le team, avec Ando Trans, avec le team de Ferran Torrento, avec qui je m'entends super bien encore à l'heure actuelle. Je m'entraîne tous les hivers, eux, ils sont basés à Alcaraz. Ok. Donc je vais souvent chez lui, on échange toutes les semaines. Hein, et voilà, et en gros, il m'a pas mal aidé sur plein de choses. J'avais comme coéquipier Oscar Gutiérrez, qui se bat pour le titre en moto électrique. Et bah, tu vois, j'ai eu comme coéquipier Borja Quero et après Oscar. Et d'ailleurs, si tu regardes le MotoGP, Oscar, il est tout le temps avec Fabio, ce qui n'était pas d'enfance. Et en gros, les 3, c'est ceux qui se battaient, c'est leur génération, c'est ceux qui se battaient pour les titres. Oscar, c'est le seul à avoir battu Fabio, je crois, en pré-moto 3. Et Borja, les 3, ils se battaient pour les titres. Ils ont fait ensemble 80, pré-moto 3, toutes les petites catégories en Espagne.
où Fabio a tout gagné, sauf la Moto 3. Bah, c'était ces deux concurrents, quoi, tu vois. Ouais, sans le savoir, tu as côtoyé des mecs qui, quand même, au final, avaient un palmarès maintenant qui est assez impressionnant. Ouais, bah après, Oscar, c'est un vrai talent, mais bon, voilà, des fois, il y a des gestions de carrière qui font que là, bon, il est quand même en moto I, il se bat pour gagner les courses, mais il a gagné le championnat d'Espagne 602 fois. Mais je pense que c'est un mec qui aurait pu avoir une autre carrière si. Enfin, bon, voilà, avec des 6, c'est toujours facile, hein, mais. En Espagne, il y en a plein des mecs qui vont vite, mais il y a plein de choses qui ont fait que c'était pas forcément possible. Mais du coup, toi, tu continues en Espagne avec ce team et en 2021, tu reroules en mondial en fait, avant de rentrer en France en 2022. C'est ça. En fait, en 2021, j'étais avec ce team, donc avec Ando France. Et du coup, bon, bah, ça, c'est pas trop su, mais à la base, c'était Oscar qui devait faire la wildcard de Barcelone. Et en fait, au final, bon, il y a eu un peu des différends avec le patron du team et tout, et du coup, c'est moi qui l'ai fait. Okay. Donc en gros, moi, j'ai fait Barcelone du Mondial Super Sport en 2021. Et c'est là que tu mènes, à un moment donné, la course Super Sport. C'est ça. Donc là, bon, déjà, j'étais un peu plus compétitif parce que j'avais cette expérience de Jerez les années d'avant où vraiment, j'étais spectateur du truc. Et là, on s'était entraîné, la moto marchait mieux, c'était vraiment cool. Et j'aurais vraiment aimé en faire plus. Et ouais, c'était vraiment une bonne expérience. Et puis sur il se met on l'avait un peu prévu parce que l'année d'avant, Andy Verdoya, il avait gagné la course. Il s'est mis à pleuvoir, il est resté sur la piste et ils ont arrêté la course, il a gagné. Nous en championnat d'Espagne, il y avait eu des averses et ça avait séché super vite. Du coup, on s'était dit, en plus, petite anecdote, du coup, ça m'a un peu aidé au truc, mais on n'avait pas le changement de roue rapide. Donc on savait qu'on potentiellement, il fallait vraiment pas qu'il se rate pour qu'on soit dans les. Je crois que c'était 1 minute 20 pour le changement de roue. Bref, et on s'était dit, on avait regardé, il faisait super chaud et on avait dit, bon bah voilà, s'il se met à pleuvoir, ils annonçaient une averse, s'il se met à pleuvoir, tant qu'on met pas box au panneau, tu rentres pas. Donc on part, départ, je partais 16 ou 17, si je dis pas de conneries, je crois. Et en fait, dès les premiers virages, il se met grosse averse. Et là, on finit le tour. Quasiment, je vois devant pas mal de monde rentre, quasiment tout le monde. Et là, je dis, bon, je fais quoi? Je dis, bon, allez, vas-y, j'attends, je respecte la consigne, je rentre pas. Et là, je passe devant et ils me mettent box. Donc, bon, voilà, et j'arrive dans le premier virage et là, toute la pluie s'arrête. Et vraiment, de la chaleur, le soleil et tout ça. Et en fait, j'arrive au milieu du circuit. Et déjà, voilà, mes années avec Adrien, tout à l'heure on a parlé que c'est lui qui m'a fait commencer en 600. Adrien, il est vachement là-dessus de faire rouler dans des conditions délicates. C'est pour ça que Loris Baz est si fort. Loris, il est très fort dans des conditions un peu précaires parce que il l'a toujours beaucoup fait avec Adrien. Moi, Adrien, il me l'a beaucoup fait faire en championnat d'Espagne, de rouler sur le séchant avec des slicks. J'ai fait une pole, je crois, à Navarra où je roulais. Les Espagnols en plus c'est pas le BSB quoi, ils sont moins habitués à la pluie donc souvent quand on partait avec les slicks, j'étais tout le temps le premier à les mettre et au final il m'a fait apprécier ce genre de conditions. Ouais, donc tu savais ce qui t'attendait devant toi, t'étais pas j'avais perdu, jamais quoi. roulé sous un gros déluge, honnêtement je n'ai jamais expérimenté de rouler sous la pluie complète avec des grosses flaques en slick. Mais voilà, et en gros ça s'est mis à sécher et direct l'asphalte est devenu mat. Et voilà, Adrien, moi plein de fois, quand ça devenait mat, c'est que lui il dit tout le temps le dessus du caillou est sec, donc c'est qu'en tout cas c'est en phase de sécher rapidement. C'était 19 tours, donc je me rappelle, j'étais dans mon deuxième tour, je me suis dit bon, voilà, il reste 17 tours. 17 tours à Barcelone, sur le mouillé, c'est à peu près 2 minutes. Je fais un calcul rapide, je me suis dit bon, voilà, il reste au moins 35 minutes, une grosse demi-heure de course. Là, comme la piste était chaude depuis le matin, etc., je me suis dit bon, voilà, c'est sûr, ça va sécher. De toute façon, j'avais pris cette décision, je me suis dit bon je rentre pas. Et là ils m'ont vu passer et il me l'a dit après, il m'a dit ouais, c'était un soulagement parce qu'on était en perdition, on savait pas quoi faire, on t'a mis box mais en fait on savait pas du tout. Et du coup j'ai pris la décision de ne pas rentrer et du coup j'ai mené la course pendant plus de la moitié et puis voilà, c'était cool parce que je m'entraîne un peu avec Lucas Mayas et son pote et du coup on se connaissait pas trop, on se connaissait un petit peu à l'époque mais on n'était pas si proches maintenant. Et du coup quand je l'ai vu au muret, voilà, j'ai pas eu les couilles de remettre assez de rythme dès que ça a séché pour pouvoir me battre pour la gagner quoi. Mais en tout cas ça m'a motivé et puis voilà, j'ai fini la course
En plus, c'est Krummenacher qui gagne, ils remontent, c'était vraiment mouillé pendant plus de la moitié de la course, donc ils sont remontés avec les pluies. Je me fais redoubler, je suis repassé 10 ou 11 et en fin de course, en fait, j'ai commencé à redoubler et je finis 6 en doublant Hannes Sommer dans le dernier virage, qui est maintenant un de nos pilotes, enfin un de mes coéquipiers en endurance chez Tecmas. Donc voilà, c'est drôle, on se connaissait pas d'ailleurs, j'en ai reparlé début d'année quand on s'est vu et il m'a dit je me rappelle et tout. Enfin, voilà. Donc c'était une expérience sympa et puis le lendemain je me casse le bassin, donc c'était moins. Oui, c'est ça, parce qu'après tu te blesses au niveau du dos. C'est ça, après j'ai pas mal. Non, ça c'était une autre. Ouais, ta vie est une blessure, ouais. Loïc. En fait, justement, alors le dos c'était avant cette course du mondial. En fait, la première année que je devais faire un camp de 3, je l'ai pas faite parce que juste une semaine avant le début de la saison. Je vais rouler à l'Est, j'étais chez Lucas, du coup, on roule en 300 sur les pistes de kart, et puis il me dit, bon, viens, je roule à l'Est, machin, avec la 600, avec l'épaule mécanique et tout, donc je vais à l'Est, on était là-bas, et puis on roulait, et en fait, je double un gars avec la 300, qui avait une R1, que je citerai pas, mais voilà, et il me percute dans la ligne droite, bêtement, un truc qui devrait pas arriver, quoi. Il me percute dans la ligne droite alors que je roulais dans des chronos, si c'est pas plus vite, proche des siens, quoi. Donc voilà, ça a fait un peu polémique, il a mis des trucs sur Facebook et tout, je rentrerai pas dans les détails, mais bref, voilà, et du coup il me casse 2 vertèbres alors que j'étais vraiment en forme pour le début de saison. Donc ça a vraiment mis un stop à la bonne dynamique parce que tu vois, c'était la saison que je devais faire avec Oscar. Et tout l'hiver, justement, il m'a cassé les vertèbres, j'étais pas au courant. Je suis quand même allé à Navarra, j'ai fait 2 jours de test où j'avais vraiment mal au dos grave, où ça s'est d'ailleurs très bien passé en termes de chrono. Et en fait, je suis rentré chez moi, mon kiné il m'a dit fais quand même un contrôle. Et j'ai fait un contrôle à la radio, ils m'ont dit bon, bougez surtout pas, on vous emmène au scanner. Et j'ai dit bon, ça fait 2 jours que je fais de la moto, donc ça devrait aller. Donc, c'est ultra risqué du coup de ne pas savoir que tu allais vertèbres péter. Ouais, c'était chaud parce qu'en plus, si tu connais un peu toi qui as fait un bac S, tu connais un peu l'anatomie du corps, tu as le corps vertébral et les apophyses transverses. Et puis moi, donc sur les 2 fractures, j'avais L2, L3, j'en avais une, c'était l'apophyse et l'autre, c'était le corps qui était fendu de haut en bas. Donc si ça avait bougé, ça aurait pas été top, quoi. Donc, et derrière, c'était quoi? C'était immobilisation ou tu t'es fait opérer Non, je me suis pas fait opérer parce que heureusement ça n'a pas bougé, j'avais un tassement, c'était fissuré tout du long, donc j'ai eu un corset et pendant 6 mois, j'ai pas fait grand chose. Et après on enchaîne avec le Covid du coup. Ouais, après le Covid et du coup après il y a eu cette saison en 2021 où il y a eu la course du mondial. Tu te blesses au bassin. Où il y a eu la course du mondial, après la blessure du bassin c'était pas grand chose, c'était une fissure. Donc il y a eu cette course du mondial où ça s'est plutôt finalement bien passé. Et où du coup j'ai vu Rémi et Christophe Guyot qui m'ont dit moi je voulais faire le mondial super sport, j'avais pas forcément les moyens de le faire ni le palmarès avant pour pouvoir intéresser des teams, donc ils m'ont dit si tu veux pouvoir y accéder, moi le seul moyen que je voyais c'était en tout cas j'y voyais comme une opportunité de revenir faire le championnat de France parce qu'au final ça faisait 4 ans que je faisais l'Espagne, personne ne me connaissait en France. Et ça, je te confirme, parce que pour chercher des infos sur toi, c'est un enfer. Ouais, j'ai fait l'Espagne. En fait, en Espagne, même si c'est pas trop mal ce que tu fais, t'es un Français en Espagne, donc personne te suit trop. Et parce que tu vois, j'ai fait quand même quelques podiums, je sais plus combien, mais plusieurs podiums. Quand il y avait Oscar, Gutiérrez, il y avait Borja, il y avait Augusto Fernandez, il y avait les Raúl Fernandez, il y avait comme des pilotes pas mauvais, quoi. Donc mais quand tu fais ça en Espagne, à part si tu gagnes tout, je pense que là ça commence à faire un peu de bruit et ça arrive jusqu'ici, mais sinon quand tu montes occasionnellement sur le podium du championnat d'Espagne, en France personne ne s'est quitté, quoi. C'est vrai qu'on est assez chauvin, on suit vraiment notre truc, notre championnat. Donc voilà, mais du coup j'étais inconnu au bataillon ici et le fait de faire la wildcard à Barcelone, on était le box à côté du GMT et du coup vu que j'ai mené la course, etc. Ils sont venus me voir en me disant ce serait cool si tu venais faire le championnat de France. Il y avait Valentin à l'époque et puis il dit celui qui est en tête il a la wildcard, c'est un moyen pour toi de pouvoir accéder à ça, etc. Parce que du coup tu reviens en 2022 et du coup tu viens dans le championnat de France avec le team TWR du coup. Et tu étais toujours dans le top 5 jusqu'à une fameuse blessure dont on va parler après. J'étais deuxième. Hein. Ouais, t'étais deuxième au classement. Derrière Valentin toute la saison, quasiment.
Et ici, Carole, on se touche à peine. Enzo, j'étais deuxième et Enzo de la Vega, il me touche un tout petit peu, ça me fait perdre l'avant. Et dans la petite chicane en descente, je finis les 2 pieds en premier dans les pneus. Maintenant, il y a des airfence du coup. Mais on va revenir en détail sur ta blessure après parce que c'est important. Mais du coup, cette saison-là, elle est importante aussi parce que tu bénéficies du soutien du projet GMT, du soutien jeune du coup. Tu roules aussi en endurance, si je me trompe pas. Alors ça, c'était pas prévu à la base. C'est ça, c'est en plus. Ouais, à la base, en gros, le projet unique que j'avais cette saison, c'était de faire un championnat de France avec TWR, avec Greg Leblanc. On avait parlé un petit peu, du coup, quand j'étais blessé l'année d'avant au bassin, j'avais emmené Baptiste Guité, je raconte un peu tous les détails, mais s'occupait de David Dacosta, qui roule maintenant en ETC. Et il m'avait demandé, il pouvait pas, il m'a demandé d'amener David faire la course. Il faisait le 125 Promosport à l'époque, de l'emmener ici à Carole faire la course. Et du coup ici j'ai vu Greg Leblanc, on a pas mal discuté et tout, et on a parlé de cette éventualité de refaire le championnat de France. Et du coup lui il venait de créer sa structure et voilà, ça l'a intéressé. Il y avait Amaury Misera qui avait gagné en Prémoto 3 qui partait en Red Bull Rockies Cup. Et il m'a dit écoute, bref, c'est parti de là. J'ai trouvé, parce que c'était un peu plus complexe que l'Espagne, parce que du coup là fallait s'occuper de préparer la moto. Donc j'ai trouvé un deal avec un conseil pour avoir la moto. C'était un peu plus, ça revenait, c'était pas la structure avec Emperador où je venais avec mon sac, mes affaires et je m'occupais de rien. Mais t'avais un petit retour en arrière sur la logistique et l'organisation. Ouais, bien sûr. Après c'est sûr qu'en Espagne, il y a plus de structures vraiment très professionnelles. C'est en train de se professionnaliser en France, même avec là, toutes les structures pour les jeunes qui sont en train d'arriver. Au final, il y a beaucoup de teams qui sont aussi présents en endurance. On va en parler après, mais du coup j'ai roulé au Tati. Le Tati, ils reviennent en championnat de France avec les jeunes, mais aussi avec Hugo Claire. Voilà, c'est quand même des belles structures avec des teams qui sont là depuis des années et qui ont d'expérience. En Espagne, il y a plus de grosses structures. En France, c'est un peu moins le cas. Bon, là, chez Greg, en l'occurrence, c'est une des plus grosses structures du championnat de France. Donc, mais c'était avec ma moto, donc il fallait quand même que je me débrouille pour m'occuper de la moto. Et donc le projet GMT m'a aidé aussi un peu à ça. C'est que, en fait, l'aide du GMT, elle est via plusieurs partenaires, BS Batterie, France Équipement, etc. Et du coup, en gros, ça aide un peu pour les pilotes du championnat de France amateurs à préparer les motos et à les aider à pouvoir mettre en place correctement leur saison. Donc ça s'est monté comme ça et puis ça s'est bien passé c'est bien passé. Moi je connaissais pas, le truc c'est que j'avais pas roulé depuis 2014 le Challenge de l'Avenir en France. Donc en fait là je me retrouve en 2022 à revenir sur des circuits sur lesquels j'ai pas roulé depuis 7-8 ans et sur lesquels j'ai jamais roulé avec la 600. Donc Le Mans, on a fait une journée de test sous la pluie et en fait après c'était le week-end de course, donc je me suis pointé au Mans, j'avais jamais roulé avec la 600 quasiment. Et les 2 premières courses, malheureusement je gagne pas, mais je me bats toute la course, je mène la course, je me bats avec Valentin jusqu'à la fin pour gagner. Et voilà, après toute la saison, j'ai fait entre 2 et 3, j'étais deuxième au championnat jusqu'à ce que Carole, on enchaîne sur la blessure où je perds dans le premier tour de course où je suis 2, on tombe les 2 avec Enzo, il me pousse un peu, je perds l'avant et puis je finis dans les pneus. Lui, il a un peu de bol, il passe à côté et moi je finis dedans. Et avant Carole, t'oublies un truc qui moi m'a marqué quand j'ai cherché un petit peu cette interview pour cette interview. Endurance du coup. Non, à Pau. Ta moto qui prend feu. Ah ouais aussi ça. Ta moto qui prend feu, je me suis dit mais c'est vraiment pas de bol et au final t'arrives quand même à finir cette course, tu fais un tour. Pau c'était parce que en fait en 2022 le règlement c'était la qualif définissait la grille de la course 1 et le meilleur tour en course de la course 1 définissait la grille de la course 2. C'est-à-dire que moi au moment on a eu un problème sur la moto dans le tour de chauffe. Je rentre dans la pit lane, du coup pas le choix, elle coupait, etc. Je m'arrête et au moment où je m'arrête, elle prend feu. Donc là, elle prend feu, je la tiens. Le temps qu'un commissaire arrive, il l'éteigne avec l'extincteur. Elle était pleine de poudre d'extincteur, etc. Sauf que là, moi, direct, je leur dis faut qu'on reparte parce que sinon, je pars dernier de la course 2, quoi. Et du coup, ils la mettent derrière. Donc pendant que la course, elle part, on est au jet d'eau en train de tout démonter et tout. Ils trouvent ce que c'était, donc une durite pas bien branchée, etc.
il rince la moto, on arrive, on sort les pneus, on les remet parce qu'on a les étiquettes, on pouvait pas changer de pneus. Donc les pneus, plein de trucs d'extincteur, rincés à l'eau, on les remet en couverture comme on peut, etc. Et là, ils parviennent à redémarrer la moto, il n'y avait plus rien qui fonctionnait, le faisceau il est complètement cramé, donc j'avais plus de dash, j'avais plus de shifter, j'avais plus rien. Et je repars pour 3 tours et je me qualifie, je sais plus, 8 ou 9 quoi. Enfin voilà, on sauve les meubles. Mais il se passe quoi dans ta tête? Enfin, t'es sur une moto, tu sais pas ce qui t'attend en fait, parce que tu sais pas. En repartant Ouais. Bah, je sais pas, j'étais plus concentré sur faire un tour le mieux possible plutôt que sur ce qui m'attend quoi. Mais je me suis dit, bah de toute façon, voilà, là maintenant, la seule chose à faire, c'est de sauver les meubles et de faire au mieux avec ce qu'il y a. Donc, je suis parti pas trop vite parce que bah, les pneus, ils avaient refroidi et on a remis 3 minutes de couverture après qu'ils aient été rincés au jet d'eau. Donc, voilà, on est reparti et puis voilà, enfin bon, ça s'est pas mal passé. On sait que tu allais même parler de l'endurance, mais On va en parler après. on en parle après. Et du coup, comme tu disais, après tu arrives à Carole et c'est là que tu chutes et que tu finis avec une fracture du tibia péroné, Ouais. que tu dis très bien, tu avais les pieds à l'envers. Ouais. Et pour cette blessure, après tu as été alité pendant 1 mois. Tu racontais que tu avais perdu 9 cm de tour de cuisse, tellement tu avais perdu de muscle, et après tu as eu 2 mois de centre de rééducation. Comment on revient après une telle blessure? Bah, comment on revient au début, tu te dis que tu te demandes pourquoi tu fais ça, et puis bah, petit à petit, ça va un peu mieux. Tu te fixes des objectifs et tu te dis bon, bah, ça va, ça progresse. Au final, c'est la même chose que quand tu te prépares. Enfin, du coup, j'en ai eu quelques-unes des blessures, et j'y vois comme ça, c'est que c'est jamais plaisant, tu as de la douleur. Tu sais, on n'a pas le choix dans notre sport. Il n'y a aucun pilote qui s'est jamais blessé, donc c'est quelque chose qui fait part entière du job de pilote. Maintenant, l'idée c'est quand même de ne pas trop se blesser parce que c'est des freins dans une carrière. Pareil, le corps, après, ben, il y a tout le temps des séquelles, quelles qu'elles soient. Donc voilà, mais là, franchement, moi, ça a été la plus dure parce que bon, les autres, j'avais eu des fractures et puis j'avais jamais eu de grosse intervention, jamais eu d'alitement. Ça, c'est le pire parce que vraiment, là, d'être alité et de ne pas pouvoir bouger pendant 1 mois. Déjà, c'est un supplice parce que ben, tu vois tous les autres rouler et toi, tu es là, tu peux pas bouger de la journée, tu peux rien faire du tout, alité. Donc, vraiment, c'est vraiment pas simple. Et en plus de ça, ben, tout ton entraînement, tout ce que tu as acquis pendant plusieurs années, ben, en fait, tu fonds. Hein. C'est incroyable la vitesse à laquelle tu fonds. Moi, en une semaine, j'ai l'impression d'être épais comme un câble de frein à main. Donc j'avais perdu vraiment beaucoup direct. Ouais, j'avais perdu au total 9 cm. D'ailleurs, ça fait maintenant 3 ans et j'ai toujours pas récupéré 100% de mon tour de cuisse. Malgré le fait que j'y travaille quasi quotidiennement, quoi. Donc c'est sûr que ça a toujours des séquelles sur la suite. L'idée c'est qu'au début on se demande comment on va pouvoir faire et puis ça progresse petit à petit. Déjà aussi ce qui m'a aidé, c'est un peu bizarre de dire ça, mais j'ai fait 3 séjours dans des centres de réduc. Les 2 derniers, c'était à Cap-Breton. Donc ça, au final, c'était une bonne expérience, c'était génial. D'ailleurs, je me fais enlever le clou fin d'année et je vais y retourner. Mais parce que j'ai un clou tout le long dans le tibia, un centromédulaire Oui, donc avec c'est des une vis. blessure qui prend un certain temps quand même. C'était pas... Enfin, je pense que les gens se rendent pas forcément compte quand on parle d'une fracture, mais enfin, comme tu le dis, tu avais les pieds à l'envers. C'est quand même, J'avais le pied, hein, pas les... Ouais, j'avais la jambe gauche, ouais, j'avais ma pointe de pied qui était derrière, donc je l'ai remise en place. Toi tout seul? J'avais pas de douleur quand... En fait, j'ai voulu me relever et je sentais pas hein, avec l'adrénaline et tout. Et en fait, quand j'ai posé le pied, c'est comme si je le posais dans le vide. Et là, j'ai vu ma pointe de pied qui était de l'autre côté, donc je me suis assis, j'ai remis en place et j'ai dit bon là c'est chaud. Et là après, il y a le médical qui arrive, etc. Donc voilà, après c'est pareil. On n'était encore pas proche à cette époque-là, mais Kenny m'a grave aidé. Parce que du coup on s'est retrouvés, Chloé on savait pas trop quoi faire, j'ai été transféré à l'hôpital ici le plus proche, où vraiment c'était vraiment pas top. Et là ils m'ont dit on va vous opérer, j'ai dit certainement pas. Donc j'ai signé la décharge et en fait Kenny il a aidé Chloé à trouver un chirurgien. J'ai Greg Black je savais qu'il avait la même blessure aussi, donc j'ai appelé Greg. Voilà, bon je me suis fait un peu conseiller à droite à gauche.
pour pouvoir me faire opérer par quelqu'un, entre guillemets. Mais tu souffrais pas à ce moment-là, parce qu'il faut avoir le temps entre le moment où tu as ta blessure et te dire... je me suis fait opérer le lendemain soir. Donc tu as une journée et demie où en gros il m'avait mis une grande tige, tout le long il m'a mis une pied en place, il m'a mis une grande tige tout le long de la jambe avec plein de bandes pour tenir quoi. Mais bon, tu sens que dedans c'est cassé quoi. Donc c'est pas le plus plaisant. Ouais, j'imagine. Et voilà, après je me suis fait opérer, c'était plus dur, la douleur après l'opération elle était plus dure qu'avant. Et je suis rentré et là ça a commencé l'alitement, mais les 4-5 premiers jours après l'opération c'est costaud. Et puis après la douleur elle diminue, en fait au début la douleur elle est vraiment continuelle et puis après elle est vraiment, on va dire, t'as la douleur que si tu mets de la contrainte ou si tu bouges ou autre quoi, tu vois, donc c'est beaucoup plus gérable parce que tu la gères ta douleur alors qu'au début tu n'as aucun moyen de la gérer quoi, à part enchaîner de prendre des médocs quoi. Mais... Ouais, le plus compliqué c'est le mental au final, de savoir que tu es alité et qu'il va falloir encore attendre avant de remonter sur une moto. Puis moi je l'avais jamais vécu donc on me le disait mais j'avais aucune idée de la perte que tu pouvais avoir en si peu de temps. C'est ça qui a été fou, c'est que vraiment en une semaine, je crois que j'avais déjà perdu 6 cm de tour de cuisse. Parce qu'en fait, quand tu es alité, t'as aucune activité, même si tu fais rien et que tu t'entraînes pas, que tu fais pas de sport. Et ton activité quotidienne, tu marches, même le mec qui reste chez lui, il va aller aux toilettes, il va aller se faire à manger, il va monter dans sa chambre, etc. Donc tout ça, c'est de l'activité. Quand tu es alité, tu fais zéro activité. Et là, en fait, les muscles, mais ils fondent mais à vitesse grand V, quoi. Et c'est ça qui a été vraiment pas simple, c'est que moi j'ai eu un mois d'alitement et après quand tu commences à remettre de la contrainte dessus, quand tu commences à remarcher, là la phase de rééducation elle est longue quoi. T'as 3-4 mois et c'est au moins 1 an avant de te ressentir plutôt bien quoi, avant de pouvoir... J'ai mis un an, plus d'1 an, 1 an et demi à pouvoir recourir. Je faisais beaucoup de vélo parce que t'as pas de choc dessus. Et là, maintenant, j'ai tout repris à 100%, comme s'il n'y avait rien, quoi. Mais ouais, c'est long, quoi. Et surtout, ce qui m'a aidé, quand je t'ai dit, j'ai fait 3 centres. Les 2 derniers séjours, c'était à Cap-Breton, donc dans un centre dédié uniquement, il n'y avait que des sportifs, que des blessures dans le sport. Ça, c'était cool, quoi, parce que, déjà, en plus, tu t'entraînes, ils te suivent vraiment, c'est hyper intensif. Par contre, le premier séjour que j'ai fait, c'était proche de chez moi. Et c'était dans un centre pour, en gros, les accidentés de la route. Et là, en fait, je me plaignais, mais au début, j'étais vraiment deg. Je sortais de mon alitement où j'ai l'impression que c'était la fin du monde. Et en fait, quand tu te pointes là-bas et qu'il y a des amputés, il n'y a pas de petites blessures là-bas. C'est que des amputés. Tous les matins, j'allais à la balnéo là, dans la piscine. Tous les matins, il y avait une dame qui a eu un accident de moto. Qui avait perdu un membre, je sais plus, et puis elle avait un gros truc au genou et elle avait perdu son conjoint dans l'accident. Tu vois, donc en fait tu te dis moi c'est une grosse blessure sportive entre guillemets. Mais tu relativises. Mais moi dans 2-3 ans, même si maintenant je suis en train d'en chier, dans 2-3 ans entre guillemets ce sera derrière moi, alors qu'il y en a vraiment qui ont des lésions qu'ils auront à vie quoi, où ils seront handicapés ou alors des séquelles même mentales. Ceux qui sont dans ce genre de centre c'est... Donc moi, ce centre-là, je me suis dit, ok, il y a plus grave quand même. C'était pas dans les plans, c'est difficile à vivre, etc. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup plus grave dans la vie. Bref, ça m'a aidé pour la suite parce que de voir ça quotidiennement, c'est pas simple, quoi. Ouais, j'imagine. La suite pour toi, ça a été de signer et de revenir, déjà, de pouvoir revenir et de signer avec le team PMR en 600 pour revenir en FSBK. Ouais. Et aussi, tu signes avec Tecmas en endurance. Ouais. C'est l'occasion de parler un peu de l'endurance puisque vous avez fait un podium en Superstock cette année-là. Ouais. Tu avais commencé l'endurance avant avec Tati Team. Ouais, ça, du coup, si tu veux qu'on reparle de l'endurance, j'ai commencé, en fait, je t'ai parlé de mon BTS à Champagnole, durant lequel j'ai passé mon CQP. Du coup, ça, je ne l'ai pas dit, mais moi, ils m'ont fait passer du coup la biqualification. J'avais fait la demande. Et j'ai passé donc mon BTS et en même temps le CQP initiateur moto pour pouvoir donner des cours. Et j'avais travaillé un petit peu avec Julien Enjolras, donc du Tati Team, le fils de Tati. Et du coup, on se connaissait et la saison, quand je suis revenu en France, on a fait un test pré-saison à Nogaro où ils étaient présents avec la moto d'endurance. Moi, je roulais dans le team à Greg, le blanc, qui roulait sur la Tati à ce moment-là. Et en fait, j'avais bien roulé avec la 600 et ils m'ont dit est-ce que ça te dit de faire 4e sur la Tati, et on cherche un 4e éventuellement et tout. Moi, j'avais jamais fait de 1000. Et du coup, j'ai fait les préments et ça s'est direct vraiment pas mal passé. J'ai fait la semaine des 24 heures du Mans avec eux en tant que 4e où j'avais pas prévu de faire la course.
où ça s'est aussi bien passé. Et en fait, le vendredi soir, il y a Julien Pilaud qui s'était blessé sur la 24. Et ils sont venus me voir en me disant est-ce que ça te dit de faire la course, etc. Donc j'ai dit ok. J'y voyais comme à l'époque, même toute la saison avec la Tati, j'y voyais vraiment comme un entraînement en mode fun, me dire je prends de l'expérience sur la 1000, c'est cool, ça me coûte rien. Je roule, c'est top. Et du coup, j'ai fait la course avec la 24. C'était vraiment très dur. Moi, j'ai jamais fait de 1000. J'ai découvert la moto au warm-up, elle était vraiment pas facile, très, très physique. Et du coup, moi j'ai fini mon premier relais. Vers chez moi, il y a Vincent Philippe avec qui je m'entraînais régulièrement. Maintenant, il a ouvert ses 2 Daffy moto et il a un peu moins le temps. Et du coup, il était sur place et il est ambassadeur des huiles champion et il commande pour Eurosport, donc il était là-bas. Et du coup, il était cool parce qu'il est venu vers moi entre chaque relais. Moi, je savais pas quoi m'attendre. Je suis descendu du premier relais. Je me suis dit, mais là, ça va être impossible de faire 8 relais comme ça. Et au final, j'ai fait ma première course de 24 heures qu'on a fini et c'est bien passé. Vous avez fini sur le podium à Spa, il me semble. Et ensuite, du coup, j'étais toujours 4e sur la Tati. Et une semaine avant Spa, il y a Bastien Michaels. Donc l'équipe de la Tati, c'était Alan Techer, Greg Leblanc et Bastien Michaels. Et moi, j'étais 4e. Et du coup, à une semaine de Spa, ils ont fait les pré-Spa. Moi, je pouvais pas, j'y suis pas allé. Et à une semaine de Spa, Bastien se blesse en IDM sur le championnat allemand. Et en fait, Baptiste, il m'appelle, il me dit écoute, j'envisage plusieurs pilotes, mais sinon, ce sera toi. Et je dis ok. Et du coup, je suis arrivé à Spa, ils ont été cool, ils m'ont fait beaucoup rouler parce que déjà, Spa, c'est vraiment un circuit hors du commun, quoi. Et bon, j'avais fait une course des 24 heures, sinon, j'ai jamais roulé sur la 1000. Et voilà, j'arrive à Spa, je connais ni la piste, la 1000, etc. Et en fait, du coup, j'ai progressé un peu tout le long de la semaine et la course s'est bien passée. Et puis du coup, on fait, avec les faits de course et tout ça, on fait 2 au général. Donc ma deuxième course d'endurance, c'était top, quoi. Ouais, j'imagine. Et puis, du coup, comme je le disais, l'année dernière, en 2023, tu signes avec Tecmas en endurance. Vous faites un podium avec le team en Superstock. Ouais. Et c'est ce qui signe un peu ton début d'histoire avec Tecmas, puisque l'année dernière, en fin de saison, après la 600, tu passes en ce qui est la suite logique pour toi, tu passes en 1000 avec Tecmas, du coup. Et en ce moment, tu es en tête du championnat Challengers. Comment ça s'est passé pour toi, le passage en 1000 que tu connaissais que en endurance, le passage dans une nouvelle équipe avec Kenny que tu connaissais aussi via l'endurance, et tes objectifs pour cette saison, c'était quoi l'idée quand tu t'es dit ok, je change de catégorie, je passe un step au-dessus, comment t'as anticipé le truc? Déjà, en gros, quand on a commencé ensemble, on a gagné la première course ensemble, donc le début il a été top. Après, moi j'avais quand même, je roulais avec la 600 à côté. Donc c'était pas tout le temps simple. En fait, là, actuellement, je suis encore en train d'apprendre la 1000. Donc là, en gros, je me rends compte que de rouler en 600, ça a certains avantages pour la 1000. Moi, j'ai travaillé, ça a certains avantages, certains inconvénients. J'ai beaucoup travaillé justement, pour moi, j'y voyais vraiment comme quelque chose de top de pouvoir faire les 2 championnats sur la même moto. Parce que clairement, là, je passais de la YAM en 600 et avec des Pirelli à la BM en endurance avec des Dunlop, tout l'opposé, quoi, tu vois. Donc déjà, ça avait une cohérence vis-à-vis des partenaires parce que c'était un peu quand même compliqué vis-à-vis de ça. Et puis là, du coup, en gros, j'y voyais vraiment top dans le sens où là, il n'y a que les pneus qui changent parce qu'en championnat de France, on roule avec des pneus Michelin. Et en championnat du monde d'endurance, étant donné qu'on roule dans la catégorie Superstock, tous les teams sont équipés de Dunlop. Donc voilà, il n'y a que les pneus, sinon la moto elle est relativement similaire, hein. Il y a le réservoir qui change et peu d'autres choses, quoi. C'est la même quasiment que notre moto de championnat de France. Donc voilà, ça c'est top. Après, ce que j'ai essayé de faire dès le début de saison, on a travaillé toute l'année passée, on a vu que sur l'endurance, j'avais des vis liées à la 600, j'ai beaucoup de vitesse passage et j'avais tendance à pas assez bien me préparer pour les sorties, enfin voilà, un peu le style de la 600. Et du coup, on a travaillé, et là en gros, mi-saison, c'était l'inverse, quoi. Je faisais trop comme la 1000 et je m'arrêtais trop. Donc là, je commence à me caler et petit à petit, j'espère que ce week-end à Carole et puis au Castellet, on va pouvoir. Tu me parlais des objectifs. Les objectifs, le premier, forcément, c'était de gagner Challenger parce que c'est l'objectif qu'on s'est fixé avec le team, avec tous les partenaires et tout ça. C'est grâce aussi à ce championnat Challenger que le projet a pu être
mis en place. Et mon deuxième objectif, moi personnel, c'est de me rapprocher de devant parce que moi, le Challenger, c'est cool cette année parce que, entre guillemets, ça permet, même quand ça se passe mal, d'avoir un peu de visibilité, etc. Maintenant, clairement, moi, je me compare, pas note, je me compare uniquement à devant et l'idée, c'est de réduire ce gap avec devant. Donc devant, c'est des mecs qui ont de l'expérience. Il y a Mike, champion du monde 125, parce que bon là on dit championnat de France, mais il y a quand même des pilotes. Il y a Mike, Alan Techer, Kenny. Voilà, au final c'est quand même des pilotes qui ont entre 10 et 15 ans de plus que moi et qui ont un peu d'expérience. Donc bon, c'est pas une excuse, hein. Ça n'empêche pas que je dois être capable d'aller aussi vite qu'eux même maintenant. Donc voilà, mais je voyais cette année c'était comme une année d'apprentissage entre guillemets où il y avait cette catégorie Challenger qui permettait d'avoir ce projet et d'évoluer entre guillemets sans pression, mais quand même avec un titre à la fin si ça se passait bien. Et puis en plus, c'est une année d'apprentissage, mais c'est une année d'apprentissage autant pour toi en 1000 que même en endurance. Alors ça, on en parlait plus en détail dans l'épisode débrief des 24 heures du Mans, mais où tu racontais que tu avais fait les 24 heures blessé, et après tu avais Pau Arnaud à faire. Enfin, c'était Pau. Alors ça, c'était l'an dernier ? Non, c'est cette année ton épaule. Ah, cette année, ouais. C'est l'an dernier, du coup, j'étais aussi blessé au pouce avant les 24 heures. Il n'y a pas une année où t'es pas blessé en vrai. Ouais, là, ça faisait 3 ans où... Bon, c'était pas des grosses blessures, hein, là, mais ouais, du coup, là, non, c'était les Denon, on a enchaîné. Oui, ouais. On a enchaîné les Denon après les 24 heures du Mans. Donc, bon, malheureusement, ouais, ça, encore une fois, deux petites blessures bêtes, l'an dernier avant les 24 heures, et puis cette année, encore une fois, avant les 24 heures. Et bon, voilà, ça m'a un peu compliqué la tâche pour les courses, mais bon... Au final, tu fais quand même un podium à l'aide-non avec ton épaule en vrac. Même 2 podiums, j'ai un doute là comme ça. Mais t'es quand même, ouais. Tu marques des points et tu restes en tête du championnat. Du Challenger, ouais, bien sûr. Bon, c'est sûr, par rapport au Challenger. Après, par rapport au général, j'ai eu la chance que les courses soient sur le mouillé. Parce que voilà, clairement, c'était moins physique. En plus, bon, moi, je m'étais blessé. J'ai une rupture de l'acromio et des ligaments de la clavicule, en gros. Et puis du coup c'était la clavicule droite, donc à l'aide-non ça tourne à gauche, donc ouais, c'était plus simple. Et les courses sur le mouillé ont fait que c'était beaucoup plus facile physiquement, parce que si ça avait été 2 courses à l'aide-non sur le sec, je pense que j'aurais vraiment plus souffert. Donc voilà, bon, on a joué le jeu toute la saison pour ce classement Challenger. Et puis ça a payé dans le sens où toutes les courses sur le sec et toutes les courses, même les courses on a des galères, mais je crois que toutes les courses sur le sec on les gagne, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça c'est plutôt encourageant. Maintenant, moi ce que je regarde, comme on le disait, il y a cet objectif du Challenger qui est normalement, je touche du bois, entre guillemets acquis, dans le sens où j'ai 80 points d'avance et il en reste plus que 100 à distribuer. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait je touche du bois encore une fois parce que... Faut pas parler trop voilà, demain il faut que ça se passe bien et je pense que ça va le faire. Il n'y a aucune raison, mais moi ce que je regarde à partir de maintenant, c'est que je ne mets plus de pression pour le Challenger. Ce qui est cool, c'est que voilà, maintenant que j'ai cette avance-là, j'ai pu à gérer quoi que ce soit. Donc j'essaye de maintenant vraiment comparer comme depuis le début de saison. Mais je te disais, on parlait un peu des styles de pilotage, etc. Et là, je commence à comprendre pas mal de choses. Je m'étais un peu perdu, je pense, au milieu de la saison, à réfléchir trop, à vouloir faire certaines choses, etc. Et à trop avoir ce style la 1000 et tout, alors que... Voilà, là je commence à comprendre pas mal de choses et petit à petit, si on arrive à mettre tout bout à bout, je pense qu'on devrait se rapprocher en tout cas du top 5. Quoi. Voilà, là tout à l'heure, on fait 7. J'arrive pas ce week-end à mettre tout bout à bout parce que comme à Pau, encore une fois, à chaque fois j'ai des ideal time qui sont bien meilleurs entre guillemets que mes chronos. Donc il faut que j'arrive à comprendre vraiment tout, comment mettre bout à bout pour qu'en qualif, en tout cas, là je pars 7, je partais 10 à Pau, on avait fait une qualif vraiment pas top pour les mêmes raisons. Là 7 c'est quand même mieux, maintenant je pense que voilà, pour arriver à se battre devant, déjà il faut arriver à partir avec eux et partir devant, donc c'est un des axes de travail et je pense que en tout cas sur le rythme de course, là ce que je vois c'est que c'est beaucoup mieux que ça l'était milieu de saison. Donc moi je vois surtout ça, l'écart avec la victoire course par course.
Et je finis à 16 secondes, je crois, si je dis pas de conneries, à Pau, sachant que je partais 10e. Donc je me suis vraiment pénalisé. Avec tes qualifs. Voilà, partant de 10e, je prends déjà 4 secondes et quelques dans le premier tour. Donc bon, bah voilà, face à un rythme d'un Kenny, c'est déjà 4 secondes, je ne les rattraperai pas en temps normal, donc je reprends en plus. C'est pas, voilà, l'idée c'est d'arriver à se rapprocher, à partir avec eux. Et justement, tu parles de Kenny, maintenant c'est ton coéquipier dans le box, c'est autant ton coéquipier dans le box que ton rival sur la piste. T'es aussi, tu disais que tu étais très proche d'Alan Techer, que tu connais depuis longtemps, etc. Comment tu fonctionnes avec Kenny et avec les autres pilotes que tu connais? Qu'est-ce que ça t'apprend? J'imagine que ça te pousse vers le haut, mais comment tu fonctionnes? Forcément, avec Kenny, c'est un petit peu différent dans le sens où déjà avec Kenny, on a commencé uniquement en tant que coéquipier. En endurance, on n'était pas dans la même catégorie l'an dernier. Et clairement, pour le moment, je ne suis pas encore au niveau de pouvoir l'embêter. Donc voilà, on n'a pas les mêmes âges, on n'a pas les mêmes expériences. Et franchement, il est vraiment top avec moi. Hein, parce que depuis le début, si tu veux, Kenny, moi il m'impressionne sur certaines choses. C'est que c'est pas le mec qui va essayer de mettre des bâtons dans les roues des autres. Au contraire, sa logique un peu, des fois ça peut paraître fou, mais c'est qu'il est plus des fois à aider les autres. Et il se dit que voilà, plus il y a de rivalité, plus il va être fort. Alors bon, après voilà, parfois, là quand je pense qu'il va pas dire à Alan, moi vas-y, tu vois, il y a quand même des limites, mais c'est pas le. J'ai déjà eu des coéquipiers beaucoup plus individualistes et qui cherchent à te. Il n'y a pas une bonne ambiance, ils te mettent des bâtons dans les roues et tout. Lui, pour le moment, c'est pas du tout le cas, quoi. Donc, je pense que ce sera jamais le cas, quoi. Donc voilà, après, c'est sûr que peut-être demain, si je commence à vraiment m'en rapprocher, il y aura un mur entre vous. Non, il n'y aura jamais de mur. Il y aura jamais de mur parce qu'on s'entend vraiment très bien. Mais c'est sûr que naturellement, moi, je vais moins facilement. Tu vois, là, quand je suis en galère, il me laisse sa roue tout le temps. Il me donne des conseils. Alors après, voilà, on essaie de faire que ce soit donnant-donnant. Moi, en tout cas, voilà, c'est sûr que tu me demandais ma relation avec les autres pilotes. C'est sûr que je ne vais pas agir de la même manière avec Kenny, dans le sens où on a des intérêts communs vis-à-vis de Tecmas et de BMW, et puis vis-à-vis du fait que notre relation, ils mettent pas mal, quoi, tu vois. Donc voilà, je vais pas faire des choses idiotes vis-à-vis de Kenny par rapport à comme ça se passe. Et par rapport aux autres que je connais, il n'y a aucun pilote avec qui, en tout cas sur la grille, c'est pas des pilotes, même tu vois, Mike, on n'a jamais été proches auparavant, je n'ai jamais trop côtoyé, mais je trouve qu'il y a un respect entre nous tous et il y a une bonne ambiance. Après voilà, sur la piste, c'est sur la piste, quoi. Il n'y a pas de cadeau à se faire et personne s'en fait, mais c'est pas pour autant qu'on se crache dessus quand on se croise, quoi, loin de là. Ok. Et au-delà de l'aspect avec les pilotes, ta carrière, etc., toi, comment tu t'encadres pour tout ça? Parce que est-ce que tu es seul? Est-ce que tu as un manager? Comment tu gères? Parce que c'est quand même... c'est ta vie, en fait, donc il faut quand même être cadré là-dessus. Tu parles simplement sur le point, sur l'évolution de carrière ou de manière générale? Non, je suis tout seul, je vis ça un peu au jour le jour, on voit comment ça se passe après. Pour le moment, j'ai personne qui, ça viendra peut-être, hein, mais je sais pas. En tout cas, voilà, pour le moment, j'ai personne j'écoute des conseils de gens que je pense à viser sur le sujet quand il y a des possibilités, mais j'ai personne qui gère ça pour moi. Ouais, t'as toi, ton team manager et roule ma poule, quoi. Voilà, c'est ça. Et au niveau sportif, t'as pas non plus de préparateur sportif, de coach? Si, ça. Alors du coup, c'est pour ça que je te posais la question. Sur le plan sportif, moi ça fait vraiment pas mal d'années, depuis l'époque du CIP, justement, j'ai rencontré donc Jérémy Rivoil, RJ Performance. C'est un Breton, donc c'est un peu bizarre parce qu'on habite à l'opposé, mais c'est toujours super bien passé. Le courant est passé. En fait, il faisait son stage au CIP quand j'ai roulé en Change l'Avenir. On s'était rencontrés là-bas. Derrière, il m'a proposé un peu de me suivre, etc. Et ça n'a pas... On n'a jamais perdu le contact. C'est lui, en fait, il entraîne l'équipe de France de voile Rien à voir avec ce que tu fais, du coup. Non, par contre, il fait beaucoup de motos. Il fait pas mal d'enduro, il fait tout le championnat de ligue de Bretagne en enduro et il a roulé aussi sur piste. Donc voilà, ça lui permet de comprendre un peu les attentes du sport moto, de pouvoir adapter par rapport à ça. Et donc voilà, c'est aussi mon helper sur les courses d'endurance. Donc voilà, c'est avec Jérémy que la préparation, c'est toujours faite, la préparation physique en tout cas.
Et on l'a fait à distance principalement. Et parfois, voilà, je suis allé quelques fois chez lui à Brest où il est venu. Enfin, on fait principalement à distance, mais voilà, ça se passe bien. Et au-delà de l'aspect sportif, moi la question que je me pose aussi, et tu le disais très bien, c'est que c'est pas la même chose qu'en Espagne, tu as l'aspect financier et logistique en France qui est un peu plus compliqué. Comment toi tu le gères? Parce que tu vis pas que de la moto, entre guillemets, enfin pas que de la compétition, Tecmas, le FSBK, etc. C'est pas ce qui te fait vivre. Comment tu gères tout ça? Moi, on est rémunéré sur l'endurance, sur le championnat de France. On l'est pas tous, en tout cas, voilà, par le moment, moi, c'est pas le cas. Donc, il faut trouver des solutions. J'ai des partenaires qui m'aident à pouvoir lancer ce projet. Moi, l'idée, c'est de progresser, clairement. L'objectif, c'est de vivre de la moto. Donc, pour le moment, j'ai pas mal d'à côté. Mes partenaires permettent de faire vivre ce projet championnat de France. Et je travaille à côté, je fais des coachings avec différentes écoles. Voilà, on fait pas mal d'événements, notamment avec Kenny, on fait tous les tracks des BMW France. Donc voilà, il y a une activité parallèle à la compétition, on va dire, où on se met à disposition pour pouvoir soit faire évoluer des gens qui font ça pour le loisir ou des clients d'écoles ou de marques. Voilà, enfin. Et au-delà de l'aspect logistique et tout ce que ça entraîne de devoir avoir un métier à côté du fait d'être pilote, etc., parce qu'on sait comment ça fonctionne en France, comment tu gères ta vie perso à côté, que ce soit ta vie personnelle, ta vie de couple, ta vie de famille, etc. Déjà, c'est tout le temps orienté autour de la moto. Donc ma vie perso, justement, avec Jérémy, j'ai mon plan d'entraînement, donc je m'entraîne tous les jours, que ce soit physiquement ou sur la moto quand c'est possible. Donc déjà, c'est vraiment rythmé par rapport à ça. Et sinon, on parlait tout à l'heure des track days, des coachings, c'est quand même relativement ponctuel. Donc c'est sûr que parfois c'est un peu contraignant, on n'est pas souvent à la maison. Là on a enchaîné, même pour le team, du coup, parce qu'ils sont présents aussi sur les tracks des BM. Parfois on enchaîne donc ces événements-là, puis les courses. Donc parfois on est quand même pendant un bon moment sans rentrer chez soi. Donc voilà, on savoure parfois de passer un peu de temps à la maison, mais bon, ça se passe bien. Et moi, mon quotidien, c'est ça, c'est quand je suis chez moi, de m'entraîner et les projets autour de la moto principalement. Et voilà. Ouais, ta vie, c'est la moto, quoi. Principalement. Il y avait une question sur laquelle moi je voulais revenir, tu en as parlé un peu en début d'épisode, mais ça m'intéresse d'avoir ton avis. Est-ce que tu penses que les filières françaises, pour emmener les jeunes au plus haut niveau, te semblent adaptées ou tu penses qu'aller à l'étranger, comme en Espagne, toi qui connais la différence dans les championnats espagnols et français, te semble le plus adapté vu l'accompagnement au haut niveau en France? Alors, je pense que c'est une question un peu complexe dans le sens où je pense qu'en Espagne, il y a pas mal de choses qui sont mises en place et que ce que la fédération est en train de créer, et là je parle de la fédération, mais aussi les écoles, là je prends parti pour aucune, mais il y a l'AKF, il y a BRS, il y a Tatissime. De plus en plus, il y a des structures, des grosses structures ou du moins des pilotes de renom qui créent leur école et ça permet à des jeunes, comme on en parlait tout à l'heure, de rendre accessible la moto à des jeunes. Je t'ai dit tout à l'heure que j'ai commencé moi avec Nicolas Dussauge sur son école de pilotage, mais et il organisait aussi la coupe avec les 100 NSF. Moi, je pense que s'il n'y avait pas eu c'était l'élément entre guillemets qui m'a permis de rentrer dans ce monde-là. Je pense qu'aujourd'hui, si on n'a pas des accompagnateurs entre guillemets qui nous guident ou qui aident les parents à savoir quoi faire et où aller, qui rendent accessible le sport moto, forcément c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des jeunes talents parce que voilà, si c'est en Espagne, il y en a énormément parce que comme on en a parlé tout à l'heure, il y a des écoles partout. Donc dans tous les départements, à moins de 30 km, il y a des circuits, il y a des écoles. Donc le moindre motard passionné qui veut faire rouler son fils, il trouve une solution pour pouvoir le faire encadrer et pouvoir le faire évoluer. Nous aujourd'hui, il y a déjà un des points que la fédération est sur lequel elle est en train de travailler, c'est d'homologuer le plus de pistes de karting. Donc ça déjà c'est génial parce que moi j'ai la chance, près de Besançon il y a beaucoup de pistes de kart sur lesquelles on peut rouler en moto. Je sais qu'il y a des régions où c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça je pense que c'est un axe sur lequel ils travaillent et ça est en train de porter ses fruits parce que ça permet les pistes de kart avec des moyens modérés de pouvoir faire découvrir le sport moto à des jeunes. Et ensuite
ce qu'ils sont en train de faire en tout cas pousse à croire en leur projet et à rester en France. Moi, je pense que je suis parti en Espagne, Adrien m'a conseillé de partir en Espagne parce que il y a eu un peu ce trou générationnel où on n'avait pas de solution. C'est-à-dire que moi, quand je gagnais Change de l'avenir, après on disait tu fais quoi? Va faire du 600 en France. Il n'y a pas de solution. Et quand tu gagnais le championnat de France 600, tu n'avais pas non plus trop de débouchés. À part les quelques années auparavant, il y a eu vraiment un trou où le niveau était un peu moins élevé. Il y a eu les années où Lucas Mayas a dominé, les années un peu d'avant, où il y a Mathieu Ginès, il y avait vraiment des top pilotes. Et quand tu dominais, que tu gagnais, comme Lucas a fait toutes les courses, tu pouvais avoir des opportunités, mais c'était quand même plus... c'est une minorité de pilotes qui ont eu ce talent et cette capacité à tout dominer pour vraiment aller au niveau supérieur. Sinon, il y avait pas trop de solutions pour évoluer, quoi. Alors, je pense que là, c'est en train de changer avec les championnats sur les pistes de karting. Déjà, ça rend abordable la chose. Ça permet faire une saison. J'ai aucune idée des coûts, mais comme la KEF avec les ovales, faire une saison avec des petites motos comme ça, c'est bien moins onéreux que sur des grands circuits. Et même en championnat de France, maintenant, il y a Moto 4, Moto 5. Pré-Moto 3, OGP. Il y a des portes qui s'ouvrent. Tout ça, ça n'existait pas avant et ça permet en fait d'y rendre accessible plus jeune. Moi, j'ai commencé à 15 ans, donc il y avait pas ces petites catégories, on n'avait pas connaissance. Donc je pense que c'est en train d'évoluer et moi, je pense que, en tout cas, pour les jeunes qui en font partie de ces filières actuelles, ils ont une chance de pouvoir évoluer parce que c'est dans les souhaits de la fédération et ils sont en train de mettre des choses en place, la fédération et les différentes écoles, pour leur permettre d'avoir accès au haut niveau, en vitesse. Donc en tout cas, moi je pense que un jeune qui commence, aujourd'hui un jeune qui a 3-4 ans qui veut commencer la moto, ou dont les parents veulent faire commencer la moto, ou même un peu plus vieux qui commence, je pense qu'il peut performer en France et avoir des débouchés plus facilement qu'il y a on va dire une dizaine d'années, quoi. Ouais, un peu moins, quoi. Et du coup, toi, la suite, les projets, c'est quoi pour l'année prochaine, la suite? On va déjà faire ce week-end et on va se concentrer sur un travail sur les 2 courses de demain et puis après on verra. Il y a le Bol d'Or dans 2 semaines. On va faire une belle fin de saison et puis après on discutera de l'année prochaine, voir comment on envisage la chose. C'est déjà pas mal de se concentrer sur les courses qui arrivent et sur du coup ton potentiellement de titre en tant que challenger ce dimanche avec Carole. Question qui n'a rien à voir avec ta carrière, mais à la base c'est qu'en pôle on parle beaucoup de MotoGP. Est-ce que tu as encore le temps toi de suivre les courses en dehors de ce que tu fais du coup les courses MotoGP? Ouais. Ah bien sûr. Ouais. Et toutes les courses, du coup je suis beaucoup le championnat du monde Superbike parce que moi j'aurais aimé faire le championnat du monde Superbike et puis il y a Lucas qui y est. Parfois je suis avec lui sur les courses. Et sinon quand je peux pas y aller, je regarde toutes les séances sur l'appli. Donc dès que je peux, si vraiment j'ai pas un empêchement, un impératif, je regarde toutes les séances du mondial Superbike. En MotoGP, je suis moins toutes les séances, je regarde plus qualif course. Mais ouais, c'est sûr que c'est les deux championnats à suivre. Et tu mets une pièce sur qui, du coup, par curiosité? Pour le MotoGP? Ouais. Je pense sur Bagnaia. Après, j'ai pas vraiment de préférence, mais là, il est quand même... Et en Superbike? En Superbike, Toprak. là, c'est contractuel, c'est écrit, tu ne peux pas dire autre chose. On peut pas dire autre chose, mais c'est même pas qu'on peut pas dire autre chose. C'est que là, il est en train de... Il fait quand même des choses qui sont assez impressionnantes, je suis d'accord avec toi. C'est clair. Pour finir ce podcast, parce que ça fait déjà un moment qu'on parle, mais en même temps c'est pas mal parce que comme je te disais, en tout cas moi quand j'ai pris le temps de faire des recherches sur toi, j'ai trouvé qu'on parlait pas assez de toi vu la carrière que tu as eue avec l'Espagne, la France, tes blessures, etc. Est-ce que tu aurais un message à faire passer pour ceux qui te connaissent pas et qui t'écoutent et qui auraient envie de faire de la moto, qui ont envie de venir voir du FSBK un message particulier, pas forcément. Après, c'est sûr que les courses de championnat de France, il y a parfois un public modéré, on va dire, alors que c'est des courses géniales. Là, on voit devant, que ce soit un 600, le niveau est très bon. En Superbike, moi, je les vois un peu de derrière pour le moment, mais il y a des sacrées batailles. C'est vraiment du beau spectacle. Donc,
Donc s'il y a des passionnés de moto, en tout cas, qui écoutent ça et qui viennent voir, admettons, le championnat du monde Superbike ou des courses d'endurance, s'ils sont intéressés par avoir de belles courses, qu'ils viennent voir le FSBK. Et voilà, rien de particulier. Un conseil pour un jeune, de s'amuser à faire de la moto, déjà c'est le principal. J'arrive pas tout le temps à le faire. T'es un peu modeste et un peu dur avec toi-même quand même. Mais non, mais c'est la base du truc. On est privilégié de pouvoir faire ce genre de choses. Le sport moto, c'est quand même un truc hors du commun et on vit des choses hors du commun avec des sensations, de l'adrénaline, des choses qu'il n'y a pas dans j'ai pas pratiqué beaucoup d'autres sports, mais je pense que c'est quand même des choses que tu peux vivre dans très peu de sports. Donc c'est une chance. Et voilà, si ceux qui aiment la moto, s'il y a des jeunes qui veulent en faire, ou même des moins jeunes qui s'y mettent, il y en a qui ont commencé tard et qui ont eu des sacrées Comme carrières. toi, du coup. Ouais, je ne vais pas dire que j'ai encore une sacrée carrière, mais j'ai commencé un peu tard. Et pour ceux qui veulent te suivre, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup ? Retrouver sur les réseaux sociaux. Sinon, il faut venir chez moi. Non, pas à ce point-là. Alors, on va éviter. Je vais pas donner mon adresse. Non, on va éviter d'envoyer des gens chez toi, mais du coup, sur les réseaux sociaux, et c'est simplement ton nom. Donc, on peut te retrouver sous le pseudo Loïc Herbel sur les réseaux, et pas chez toi, du coup. Merci beaucoup Loïc pour cet entretien, c'était ultra intéressant, je suis très contente d'avoir pu te recevoir et je te souhaite bonne chance pour les courses à Carole ce dimanche. Je pense que l'épisode sortira après, évidemment, et que tu seras titré d'ici là, mais en tout cas, encore merci. Pas la chair avant les bœufs. Merci beaucoup.